Well, baby, the name is Curtis. May I present Thomas B. Chambers? My name's Gilda Farrell. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Yesterday it was Tom. Today it's George. Yes. Okay. C'est une histoire d'amour, je suppose. Que voulez-vous que ce soit? Alors, il l'a trouvé? Toujours pas. Qu'est-ce qu'il a perdu? Son idéal féminin. Bonjour à nos lovers et à nos lovers, bienvenue dans le Tambourin, le podcast du Ciné Tambour. Aujourd'hui, on se retrouve pour la séance spéciale Saint-Valentin du 14 février, avec comme thématique l'amour dicte sa loi, où on va retrouver le film Serenade 3 de Ernst Lubitsch, réalisé en 1933, et le film de Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort, réalisé en 1967. Mais avant ça, n'oubliez pas que la semaine prochaine, le 21 février 2024, vous retrouverez notre partenariat avec Travelling, avec en première partie de soirée Taipei de jour, Taipei de nuit. À 18h15, vous retrouverez The Terrorizer et à 20h45, Les Rebelles du Dieu Néon pour une séance spéciale autour de la ville de Taipei. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de Taipei, on va se retrouver entre Paris et Londres et on va parler, pour commencer, de Serenade 3 de Ernst Lubitsch et Est-ce que Mia... Bonjour d'ailleurs. Bonjour. Et bonjour aussi Tiffen, puisque il n'y a pas que Mia. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Ernst Lubitsch et d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr. Alors Lubitsch, il est d'origine allemande et il va émigrer aux États-Unis dans les années 20. Il est très connu pour ses comédies. Et il va travailler à la Bioscope de Berlin en fait au début, en homme un peu à tout faire. Il va être ensuite engagé comme acteur et il va vite passer à la casquette de réalisateur, acteur, auteur. Donc il va nous faire ses premiers films dans les années 10, donc qui sont des productions allemandes. Et c'est en 1922 qu'il va émigrer aux États-Unis pour rejoindre notamment Mary Pickford à Hollywood. Donc là, en fait, c'est sa grosse période qui va commencer parce qu'il il travaille d'abord pour la Mary Pickford Company. Et c'est là qu'il va vraiment développer sa Lubitsch Touch, donc vraiment des récits très sophistiqués avec beaucoup de détails révélateurs. Ensuite, il est avec la Paramount. Et donc là, il va enchaîner toutes les comédies à succès, il va faire jouer les plus grandes stars, que ce soit donc Gary Cooper, Miriam Hopkins, Frédéric March, qu'on va retrouver dans Serenade 3, ou encore on retrouve James Stewart ou Marlène Dietrich. Et il va aussi travailler avec les plus grands scénaristes de l'époque, notamment Billy Wilder. Donc il meurt un peu soudainement en 1947, assez jeune, il avait que 55 ans. Et donc il y a cette fameuse anecdote... À son enterrement, Billy Wilder aurait dit tristement plus de Lubitsch et William Wyler lui aurait répondu pire que ça, plus de films de Lubitsch. Je trouve que c'est une très bonne anecdote qui est assez belle, qui symbolise bien toute la carrière et l'empreinte qu'il a sur les comédies à Hollywood dans les années 30 du coup. C'est vrai, c'est super beau. Est-ce que Tiffen, peut-être tu peux nous parler je sais pas, tout simplement nous parler un peu du film, de quoi ça parle? Je peux faire un petit synopsis déjà? Un petit synopsis, vas-y. Alors déjà, on est dans le train, destination... Alors je vais reprendre. On est dans le train à destination de Paris. Un auteur dramatique et un peintre tombent sous le charme d'une caricaturiste. Indécise, la jeune femme entame des relations platoniques avec ses deux soupirants. Mais les passions ne peuvent pas attendre. Et pourquoi j'ai 3 petits points, c'est que j'ai pas fini mon synopsis. C'est pas grave, tu laisses du suspense. Je laisse du suspense. Ne faut pas te dire. On a Gary Cooper dans le rôle de George Curtis, Miriam Hopkins dans le rôle de Gilda Farrell, et après on a Frédéric March dans le rôle de Thomas B. Je sais plus quoi, Thomas B. Auteur de pièces de théâtre. C'était quoi déjà? Pourquoi j'ai pas son nom? Bon, c'est pas grave. Ok. C'est tout ce que j'ai. Ok, super. Merci, c'est déjà bien. Alors, est-ce qu'on peut peut-être se dire que le film se fait quand même dans un contexte un peu compliqué. On est quand même dans les années 30 où le code Haynes bat son plein entre les années 34 et les années 52. Pas du tout. Alors c'est assez fou, c'est que Lubitsch, il est arrivé pile l'année... le film est sorti 1 an avant que le code Hayes soit strictement appliqué. Donc c'est la petite différence, ce qui fait qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'allusions sexuelles peut-être, parce que c'est pas tant platonique que ça, les relations qu'ils ont, les personnages, mais c'est vraiment le fait que c'est juste avant, et du coup, on se permet un peu de repousser les limites des interdits américains de la société pour laisser place à ces personnages-là et à ce ménage à trois qui est quand même assez
assez compliqué, on pourrait peut-être te dire toxique même de nos jours. En effet, oui, c'est assez compliqué parce que on a vraiment du coup une jeune femme qui doit faire un choix mais qui n'en fait pas du coup. Et donc on a vraiment on a comme tu disais beaucoup de sous-entendus sexuels, littéralement elle le dit, hein, no sex, no sex. Et puis aussi on a des sous-entendus même visuels où on a des indices, par exemple où on en parlait tout à l'heure avec Tiffen, ce truc là où il y a La machine à écrire. Ouais, non, le costard. Ah oui. Il y a Tom qui revient Smoking. de Londres Ouais. et qui arrive. Il va voir sa bien-aimée. Ça, vas-y. Ok, alors Thomas B. Chambers va rentre de Londres pour Paris. Il va voir sa bien-aimée Gilda, qui est supposément en couple avec George Curtis, qui est à Nice. Et donc il est en smoking, et donc il retrouve Gilda. Et finalement, George Curtis revient de Nice, et il comprend, juste par la force du smoking, que il s'est passé quelque chose entre les deux. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce motif-là dans le Codays ? Que ça permet de détourner le fait de pas mettre une scène sexuelle, en fait, juste le spectateur et le personnage de Tom. Ouais. Tom, je confonds les deux. Le personnage de Tom comprennent assez rapidement qu'en fait il s'est passé quelque chose, quoi. Donc c'est assez fort, quoi, pour ça. Oui. C'est toute tout ce qu'il y avait autour du Codays, c'est que du coup les réalisateurs ont fait que chercher des moyens stratagèmes, ouais, exactement, pour donner contourner des informations aux spectateurs, contourner un peu les codes, mais laisser retranscrire ce qu'ils voulaient. Et donc c'est aussi quand même une période assez créative. On peut le voir quand même que tous les réalisateurs vraiment cherchaient à faire passer les messages qu'ils voulaient, mais de façon un peu différente, détournée. Et c'est hyper intéressant en fait quand tu captes tous les signaux qu'il y a. C'est assez cool. C'est notamment Billy Wilder qui disait que le Codays lui permettait d'être beaucoup plus créatif dans son scénario et dans sa mise en scène. Et puis il y a l'exemple de Hitchcock et des évadés, la fin où le train rentre dans le tunnel. Bon, c'est hyper visuel, on aura compris, mais ça représente toute cette période de Codays où les réalisateurs étaient fous de motifs et de trucs insidieux, quoi, pour faire comprendre aux spectateurs sans le montrer directement. Exactement. Peut-être parler un petit peu là un peu plus rentrer dans le vif du sujet du film. Et il y a quelque chose qu'on a pas mal remarqué aussi, c'est le fort lien entre l'histoire d'amour et l'art en général, les domaines artistiques. C'est-à-dire que elle est caricaturiste pour la publicité, et tous les deux, y en a un qui est peintre et l'autre qui écrit des pièces de théâtre. Et ça s'imbrique quand même vraiment beaucoup dans leur histoire d'amour. Enfin, par exemple, la manière dont elle les affecte positivement, c'est qu'elle leur permet d'accéder quand même à un certain niveau. C'est-à-dire que c'est elle qui va déposer la pièce du dramaturge, et c'est grâce à elle que lui il va devenir riche, qu'il va pouvoir faire ses pièces à Londres. Enfin, elle les motive vraiment beaucoup. Et peut-être tu as aussi un autre lien sur la machine à écrire dont tu disais tout à l'heure. Qui est assez symbolique aussi dans l'histoire d'amour. Ouais, au début du film, quand Gilda arrive chez Thomas et George dans leur petit appartement très précaire, alors elle s'installe d'abord du côté de George, et pour avoir son attention, je pense que Thomas a fait un bruit avec sa machine à écrire, un petit ting, quelque chose comme ça. Et donc l'attention est retenue de la part de Gilda, qui le regarde et qui va de son côté. Et puis vu que c'est un triangle amoureux, c'est toujours le jeu d'avoir l'attention de Gilda. Donc plus tard dans le film, la scène dont on a parlé où Tom arrive de Londres avec son beau smoking, il rentre dans l'appartement de Gilda et celui de George aussi, du coup, vu qu'ils habitent ensemble. Et donc il y a la vieille machine à écrire. Thomas dit elle marche plus, le truc est cassé, je sais pas quoi. C'est rusty, ouais. Les keys sont broke. Keys are rusty. Keys are rusty, ouais.
Et finalement, la machine fait son petit bruit, le petit ting. Et en fait, peut-être que l'amour n'est pas mort. Ouais, c'est ça, c'est que c'est un peu symbolique, quoi. C'est-à-dire, comme la machine à écrire, ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus, donc ça s'est un peu essoufflé, c'est un peu compliqué. Mais comme la machine à écrire qui sonne encore, elle dit it's still ring, et puis ils se regardent et ils font it's still ring. Et du coup, l'amour est toujours là, donc en fait, je trouve ça assez beau comment ils ont lié les deux d'amour et l'art en général. Bah, comme dans Les Demoiselles de Rochefort, finalement. Exactement. Dont on va parler tout à l'heure. Bien sûr. Peut-être aussi juste visuellement, niveau technique, il y a quand même des choses qui sont assez marquantes. Je sais pas, par exemple, le rythme du montage, des dialogues qui sont assez violents dans les scènes de... Par exemple, la scène du début, je sais pas, qui est assez marquante pour ça. Ok. Ouais. Moi, la scène d'ouverture, je la trouve assez belle, mais dans ce qu'elle révèle, parce que donc c'est vraiment la séquence introductive qui est muette, et on va comprendre en fait tout le film. Enfin, le thème du film nous est donné en une séance introductive muette, où du coup vraiment, ils sont dans la voiture d'un train, tous les trois, deux hommes face à la femme, et en fait les jambes du trio vont se croiser sur les banquettes, et à partir de ce moment-là, on sait que ça va être un ménage à trois, le film. Et ça, c'est en quelques minutes que tout le film nous est révélé, en fait. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Surtout que, du coup, c'est vraiment une séquence muette, alors que ça fait quand même quelques années que... Pas beaucoup, mais que quelques années, qu'aux États-Unis, que le son, il est utilisé, quoi. Ouais, le son est bien implanté, effectivement, en 33. Mais, du coup, moi, je dirais qu'elle est déjà coincée entre deux hommes. Elle est physiquement coincée entre les jambes des deux artistes, et effectivement ça symbolise tout le film, je pense. Mais ça symbolise en plus quelque chose, je trouve, une espèce d'émancipation féminine d'un côté, parce que cette femme, elle ne va pas choisir en fait entre les deux, elle va vraiment juste un peu se faire plaisir, quoi, on va dire, avec les deux hommes en fait, et il n'y a pas ces codes peut-être un peu de la société qui s'imposent à elle, et je trouve qu'il y a un truc assez intéressant sur une femme qui écoute ses désirs et qui fait ses propres choix, quoi, sans qu'on lui dicte quoi que ce soit. C'est vrai. Moi, je suis d'accord, c'est elle qui les mène quand même vachement... elle est quand même très dirigeante, elle est vraiment là, quoi. Et je trouve qu'elle a il y a quand même même si on est face à une femme, face à deux hommes, justement, il y a quand même une part d'égalité... même non, de supériorité, elle, à certains moments. Et c'est, encore une fois, grâce à elle qu'ils ont une ascension sociale. Genre, c'est grâce à elle... qu'ils arrivent à un certain stade économique. Donc vraiment, il y a un côté super intéressant sur le personnage féminin dans le film, je trouve. Et moi, j'avais juste envie de parler vite fait du rythme, du montage, des dialogues. Je trouve que dans les scènes à trois, c'est ultra violent. On a l'impression de voir un match de tennis, en fait, et une vraie confrontation entre les deux. Et dans la première scène dont tu parlais, Emilia, il y a ce truc de chant contre chant qui est genre simple, ultra rapide. Le moment où ils s'endorment, elle les regarde, elle les dessine. Ensuite, elle s'endort, ils se regardent, il la regarde, et en fait, contre-champ, et en fait, elle est réveillée. Je sais pas, c'est simple, c'est rapide, et comme tu disais, c'est muet, mais ça marche très bien. Voilà. Carrément. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire là-dessus, ou on a... En conclusion, vraiment, je pense que c'est un film qui résume bien un peu la patte de Lubitsch, vraiment du coup de cette Lubitsch Touch, comme on l'appelait. Donc non, vraiment, c'est un super film. On espère que vous l'aurez apprécié. Pour finir, pourquoi est-ce qu'on a mis un Lubitsch, un Lubitsch et surtout un triangle amoureux impossible? Peut-être un contre-pied de la Saint-Valentin avec le prochain film, qui symbolise vraiment, je pense, les histoires d'amour au cinéma. Donc une belle transition pour parler du prochain film qui est Les Demoiselles de Rochefort, réalisé en 1967 par Jacques Demy, en effet, où nous allons parler de deux sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux, et je ne vais pas chanter la suite sinon on en a pour beaucoup trop longtemps. Tiffaine, est-ce que tu peux nous parler un peu, nous présenter un peu le film et le contexte Je vais vous présenter Jacques Demy, peut-être. Ouais, déjà, ouais. C'est un réalisateur né en 1931, mort en 1990.
Il grandit à Nantes, donc chez moi, là où j'ai grandi. Pas du tout, mais père garagiste à 50 otages pour ceux qui connaissent Nantes. Alors, il a fait son premier long, Lola, et on y trouve déjà tous ses thèmes principaux, donc l'amour de Nantes, ces personnages qui rêvent d'un ailleurs, les mères célibataires, les destins croisés, et c'est aussi sa première collaboration avec Michel Legrand. Il a gagné la Palme d'Or pour Les Parapluies de Cherbourg, et oui, Mia, il a gagné Je ne la savais Palme pas que d'Or. c'était la palme. Et bon aussi, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus, vous pouvez peut-être regarder Jaco de Nantes d'Agnès Varda, qui est sorti en 1991. C'est un film qui est du coup réalisé par Agnès Varda, mais Demy a été sur toutes les phases de pré-production. Et finalement, il n'a pas pu le voir parce qu'il est mort juste avant la fin du tournage, je crois. Voilà, ça c'est pour ma présentation de Jacques Demy. Je suis désolée, c'est très dark. On va parler de sujets un peu. Il est mort, mais là, il est toujours vivant quand on fait ce film. Donc oubliez ceci. Bon, il est mort. On peut passer à autre chose, peut-être, du coup. Mais l'amour qu'il L'amour partageait. de est Jacques plus fort Demy. que la mort. Vas-y, Mia. L'amour qu'il partageait peut-être avec Varda, ça c'est Ouais. ça peut être la petite anecdote à placer parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les Demoiselles de Rochefort du coup, mais quand même ce fut un couple de cinéastes Bien particulier. bien particulier pour qui on a beaucoup d'amour, je pense tous. Ouais, on Ici. adore Varda. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Varda qu'on retrouvera à oui. la rentrée C'est vrai, ça. au mois de mars avec Ouais, L'une c'est ça. chante l'autre pas. C'est pas Antoine Hillois Exactement. Non, je rigole. C'est le genre de l'autre part. C'est vraiment... Ok. Sinon, il y a peut-être des acteurs sympas dans le film. Il y a que t'aimes des bien, acteurs Mia. très très sympas que j'apprécie énormément. Évidemment, Catherine Deneuve, Catoche pour les intimes, comme on l'appellera, donc qui va jouer Delphine. Sa sœur, dans le film comme dans la vie, Françoise d'Orléac, qui jouera Solange. Donc ça, c'est assez rigolo. Il me semble que c'est leur deuxième ou troisième film où elles jouent ensemble, les deux sœurs. Et donc, bon, évidemment, l'anecdote est un peu triste aussi. On repart dans le sombre, mais bon, Françoise d'Orléac est malheureusement décédée 3 mois après la sortie du film. Mais ça, je pense que ça reste un très bon film hommage à voir pour voir leur relation qu'elles avaient entre elles, parce que du coup, elles ont une relation vraiment de sœurs dans le film et de sœurs Dans la très vraie vie. proches. Elles enseignent toutes les deux, donc respectivement le piano et la danse dans le film. Et donc elles sont très soudées, elles discutent de tout et bien sûr dans le film à la recherche de l'amour. Et les autres personnages qui vont être aussi à la recherche de l'amour, c'est donc on va avoir par exemple Jacques Perrin qui jouera Maxence, Daniel Darieux qui jouera la mère de Delphine et Solange, Michel Piccoli qui jouera Simon. Et mon préféré, je dois le dire, Jane Kelly, qui nous fait une apparition dans un film de Demy en France, qui joue Andy. Donc ça, c'est assez marrant, parce que moi, la première fois que je l'ai vu, le film, je connaissais déjà Jane Kelly de par Chantons sous la pluie, et je l'ai vraiment vu popper dans le film. Et je pense que j'ai failli pleurer, tellement j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi ? Et de le voir, en fait, dans cet univers-là, ça ressemble vraiment à Chantons sous la pluie sur certains aspects de danse notamment. Donc la danse, le chorégraphe c'est Norman Main, donc un chorégraphe irlandais qui a travaillé beaucoup à Broadway. Et il a chorégraphié toutes les danses, tous les numéros de danse du film, sauf évidemment les improvisations de Jane Kelly, que Kelly a fait lui-même évidemment. Donc c'est vraiment les danses jazz de claquettes qui donnent vraiment des numéros très féeriques, je trouve. Et on en prend en fait plein la tête, mais dès l'ouverture du film, donc, puisque ça ouvre sur les danseurs, notamment Grover Dale, qui était donc un danseur à Broadway et qui a notamment fait West Side Story en version Broadway, et George Chakiris qui lui jouait Bernardo dans West Side Story. Donc ça c'est assez fou, et donc c'est eux qui vont ouvrir le film sur un gros numéro de danse avec leurs partenaires. Je n'ai pas les noms des danseuses malheureusement, mais donc c'est un peu le quatuor avec tous les autres figurants derrière qui vont nous offrir un énorme numéro de danse sur le pont en fait. Et c'est assez rigolo parce que ce numéro, mais les autres aussi, ont inspiré beaucoup de choses, et notamment moi un film que j'aime beaucoup qui est donc La La Land, réalisé par Damien Chazelle, où la scène d'ouverture de La La Land en fait est directement inspirée des Demoiselles de Rochefort. Donc c'est assez rigolo. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur les personnages
c'est tout est gai en fait, tout est coloré, les costumes, les décors, tout porte vers quelque chose de très chatoyant, très chaleureux. Et c'est assez rigolo parce que les costumes donc portent vraiment les émotions des personnages, parce qu'on va voir notamment pour Monsieur Dame, interprété par Michel Piccoli, que son costume est en gris en fait, il va être plus sombre que les autres tout le long du film pour justement notifier c'est la mélancolie qu'il a en fait et qu'il porte. On va avoir aussi une présence que tu pourras peut-être détailler, Tiff, sur l'armée, une grande présence de l'armée dans le film, où eux aussi ils vont avoir des costumes très très sombres. Et donc ça montre bien aussi ce décalage entre la féerie de tous les autres personnages qui recherchent l'amour, qui ont plein d'envie, plein d'espoir pour l'avenir, ou qui ont des regrets, des remords, une nostalgie peut-être du passé, qui va être mise en costume par les costumes qui sont très très colorés, et les costumes deviennent presque acteurs eux-mêmes en fait, comme les décors d'ailleurs, donc les décors faits par Bernard Evin, avec du coup au costume Jacqueline Moreau, donc un couple aussi très, très soudés, qui ont beaucoup travaillé avec Demy, donc notamment sur les parapluies de Cherbourg juste avant. Donc c'est un énorme film chatoyant qui je pense qui est rempli de juste bonheur en fait, t'as envie de danser et chanter à la fin de ce film. Bah, c'est ça qui est intéressant chez Demy, c'est qu'à chaque fois, et surtout dans ce film, à chaque fois on a un aspect positif, on a un aspect joyeux, on a un aspect plein de couleurs, et de l'autre côté on a vraiment des symboliques et des motifs qui ramènent à la vraie vie quoi, la guerre, l'armée, donc c'est ça, c'est toujours l'hybridité chez Demy, que ce soit dans les personnages, l'écriture des personnages, que ce soit les influences, que ce soit le genre même du film. On est sur de la comédie musicale, mais en même temps on a toutes les influences de la nouvelle vague, on a toutes les influences évidemment des comédies musicales américaines, comme on disait tout à l'heure. C'est un gros hommage au musical américain, c'est clair. Ouais, bien sûr. Et du coup on a aussi l'hybridité dans les décors, avec Rochefort, qui est à l'origine une base maritime militaire, une ville conservatrice, et l'arrivée des forains au début du film va complètement bousculer cet ordre conservateur. Puis on le voit avec cette cassure à chaque fois que les militaires sont dans la ville. En fait, dans les couleurs, rien que dans les couleurs, dans les motifs que ça crée dans l'image, tout ça, ça c'est un truc qui ressort beaucoup chez Demy en général. Et puis aussi... Attends, je vais poser un truc en tête. Il y a une légèreté de ton avec tous les personnages, et il y a vraiment un décalage très violent avec l'armée, parce que du coup il n'y a plus du tout de légèreté là par contre, ni de gaieté, c'est Bresson. Ouais. Juste. Il y a un truc intéressant chez Demy aussi, c'est que dans sa filmographie, on est dans ce contexte d'après-guerre, on le ressent beaucoup dans les films, comme par exemple Guy dans Les Parapluies de Cherbourg, et puis du coup ça fait qu'il y a beaucoup de femmes chez Demy, que ce soit Lola, Podane, en fait les personnages principaux sont toujours des femmes, et ça joue des valeurs qui ressortent à chaque fois de ses films, et de ce qu'il a envie de montrer, et de ce qu'il dit de la masculinité, des personnages encore qui sont toujours dans l'hybridité, qui sont jamais tout noir ou tout blanc, voilà. Oui, tu disais tout à l'heure, on en parlait du camp. Peut-être toi, t'as une influence un peu, tu t'as perçu ça comme ça, un peu une influence. Ouais. Le camp, c'est particulier parce que c'est plus une sensibilité que... Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que le film, en fait, tu peux le percevoir de tellement de manières différentes. Genre, il est tellement riche visuellement, il y a tellement de références, il y a tellement de choses que ça inspire beaucoup. Mais quand tu disais, le genre, je suis d'accord, même quand je repense aux forains, à Maxence, ils ont quelque chose de très féminin aussi. Genre, je sais pas comment expliquer. Déjà, la coiffure de Maxence, ce blond peroxydé. D'ailleurs, il fait toujours une blague. C'est que Maxence part en perm à Nantes. Il part en perm à Nantes, donc la ville, et il part en permanente pour ses cheveux. Du coup, il y a toujours une blague. Il y a toujours une blague sur ce truc-là. Il y a même une musique entière dessus, quoi. Et... il rigole, lui. Voilà, et puis du coup
Ça, c'est quelque chose aussi dans les comédies musicales américaines. Alors, je crois que c'était la Fried Unit qui employait beaucoup de personnes queer. Donc, c'est les comédies musicales de la MGM, Un Américain à Paris, Escale à Hollywood, Chantons sous la pluie, Un jour à New York, tout ça. Ce qui a du coup, on l'a dit, beaucoup inspiré Jacques Demy. Et du coup, il y a toute ce monde queer, ce monde camp, très théâtral, qui rentre dans l'univers de tous les films de Demy et encore plus chez les Demoiselles de Rochefort. Donc camp, on peut en parler un peu de l'esthétique. Donc c'est un terme qui est popularisé par Note sur le camp de Suzanne Sontag en 1964. Donc comme j'ai dit, c'est une sensibilité plutôt qui se caractérise par l'artifice, l'ironie, l'exagération, le renversement du genre. Et c'est la vie est une représentation théâtrale. Il y a toujours une mise en distance et une performance. Et du coup, Suzanne Sontag disait que le camp c'est pas politique, mais on a compris plus tard que c'était une stratégie pour les cultures minoritaires, une stratégie de survie face à une culture dominante. Et du coup, le camp, on l'a dit, il y a se caractérise par beaucoup de codes. Donc là, je parlais du blond peroxydé de Maxence, mais il y a aussi toute cette culture de la performance. Donc, par exemple, les jumelles, elles sont toujours dans une surperformance, une performance de genre. Et au final, elles déconstruisent complètement l'idée de la féminité. Enfin, c'est pas les jumelles qui déconstruisent ça, mais tous les personnages dans leur écriture déconstruisent le genre en lui-même, en fait. Et le genre... est-ce que je pars sur le genre de Judith Butler Je pense pas. Mais voilà. Tu conseilles Judith Butler si les gens veulent si vous vous intéressez le sujet. Si vous vous intéressez au genre, je pense que vous pouvez lire Judith Butler. James en parlerait aussi bien que moi, ou bien mieux que moi. Voilà. Mais bon, il y a tellement de trucs à dire, on n'est pas obligé de rester là-dessus. Peut-être qu'on peut parler de Michel Legrand. Oui, peut-être. C'est comme un petit peu important, Michel Legrand. Michel Legrand qui est un petit peu important quand même, oui. Donc vraiment compositeur qui nous a fait toutes les musiques qui, je pense, nous ont resté en tête après la séance. Moi, ma préférée, ça reste évidemment la première de Nous voyageons de ville en ville. Et donc vraiment, ces musiques vont accompagner les numéros de danse et du coup de chant, évidemment. Donc tout est composé par Michel Legrand. C'est le compositeur, je pense, attitré de Demy, parce qu'évidemment, il n'a pas travaillé que pour Demy, mais quand même en grande majorité, puisqu'il fait donc les musiques pour la première fois avec Demy, donc sur Lola. Et il reviendra nous chatouiller les oreilles, j'ai envie de vous dire, avec les Parapluies de Cherbourg. Donc vraiment une personnalité importante et très talentueuse, pour le coup. Puis moi, ce que j'aime bien dans Michel Legrand, c'est que vraiment, il a plein d'influences, genre très jazz, donc il y a des moments, ça bouge, il y a un truc très mouvant qui représente un peu le sentiment amoureux, il y a plein de gens, tout bouge, et puis il y a des moments tout lents, où c'est... Enfin, je sais pas, Michel Legrand, c'est vraiment, je trouve, un très bon compositeur qui marche toujours très bien avec les films de Demy, je trouve. Carrément. Voilà, est-ce que vous aviez d'autres choses à dire ? En vrai, il y aura plein de choses à dire, mais... moi, j'ai des petites anecdotes sur le doublage, parce que ça m'avait assez étonnée. Je pensais pas autant, mais c'est qu'en fait, tout le monde a été doublé pour les numéros de chant dans le film, sauf en fait Darieux, qui joue donc la mère des jumelles. Donc elle, c'est, je pense, une icône de la comédie musicale française, et c'est la seule qui donc chante avec sa voix. Tous les autres, et même Gene Kelly, qui est quand même un artiste chanteur-danseur, son accent américain en fait était tellement fort que Demy ne comprenait absolument rien de ce qu'il disait quand il chantait. Donc ils ont doublé Gene Kelly pour les numéros de chant, et je trouve ça extrêmement drôle, parce que même Catherine Deneuve quand même, on l'a vu chanter dans... Il y a eu Peau d'âne, les Parapluies de Cherbourg et tout, on la voit chanter. Et Catherine Deneuve quand même doublée aussi pour ce film. Peut-être pour les autres aussi. Oui, Catherine Deneuve a une voix trop grave, je crois. Mais là, alors, je vais faire une méta-interprétation de Zinzin.
mais genre, tu parlais du camp et tout, Ouais. et le fait qu'il y ait une sorte de lip sync un peu. Ouais. En fait, c'est un peu des drag queens limite, tu vois. Genre, en fait, c'est playback je sur suis des grave musiques d'accord. qui ne sont Ouais, pas c'est clair. Je suis nos complètement voix, tu d'accord. vois. Surtout pour ce qu'on disait tout à l'heure sur les robes rouges et les énormes perruques qui Ah sont oui. du coup les mêmes robes que... L'inspiration est assez folle, donc c'est les copies parfaites des robes de Marilyn Monroe et Jane Russell, du coup les hommes préfèrent les blondes. Et là, Demi nous sort son inspiration, mais d'un coup comme ça, les deux jumelles arrivent sur scène, et ce numéro est assez fou par rapport, par exemple, peut-être à leur premier. On est dans leur appartement, elles viennent de terminer un cours, c'est une petite chanson... pour se présenter elle-même, parce que je pense qu'on parle même pas de rechercher encore l'amour dans cette chanson-là. C'est vraiment une présentation de cette relation de sœurs. Et après, elles arrivent avec les cheveux bombés, bouclés, les robes moulantes en dos nu, et elles nous font leur meilleur numéro. Je crois que c'est méta parce que du coup c'est dans un... C'est pas... Enfin, il y a un rapport C'est avec... sur une scène. Voilà, en fait, c'est sur- à la Ouais, fin, c'est ça. la fête Voilà. du village. C'est la trop foire, méta. la Donc foire c'est qui complète- s'organise. C'est complètement méta. Donc voilà. Et donc pour petite information, donc c'est Donald Burke, je ne sais pas comment on prononce, qui double Jen Kelly. Très bien, bah. Merci pour Oh, bonjour. l'info. On fait une fait, dédicace à la à Donald big up. Burke. Big up Donald, si tu nous entends. Donc voilà, est-ce que vous aviez... On n'avait pas de recommandations pour aujourd'hui, si ce n'est d'aller au tambour la D'aller semaine au prochaine. cinéma, de D'aller au manière tambour générale. toutes Oui, les et au semaines cinéma de manière générale. et au cinéma de manière générale. Allez On voir, soutient les le mêmes visionnage en films. salle évidemment Bah ouais. très très fort. Exactement. Sortez de chez vous, allez au théâtre, allez au champ libre, À Je sais pas, l'Arvor, au mais TNB, y a plein de choses emprunter qui se passent à des Rennes DVD. allez en concert. Il y a plein de Mm. trucs tout le temps. Bien sûr. J'ai pas de recours en vrai. C'est très bien. Eh bien, merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. C'était super. Merci on va bien beaucoup. chanter. Et on espère que vous allez avoir Une bonne Saint-Valentin, je sais une pas. très bonne Saint-Valentin. Et on n'oublie pas, bien sûr, que la semaine prochaine, on se retrouve pour notre partenariat avec Travelling. Pour la séance du 21 février, Taipei de jour, Taipei de nuit. Une autre ambiance. À 18h15 avec The Terrorizer. Et à 20h45 avec les rebelles du Dieu Néon. Voilà. On vous dit au revoir. Ouais, carrément. Au revoir. Bonne soirée, bonne Bonne journée. soirée. Bonne seul ou journée, bonne accompagné. soirée. J'espère accompagner.